Tout le monde et donc bienvenue donc à ce webinaire technique conjointement organisé par Chronosafe et Lauterbar. Donc on va démarrer doucement, il y a déjà pas mal d'inscrits qui sont connectés. Je pense que les autres vont se connecter pendant qu'on se présente. Donc je vais me présenter, donc Erwan Cause, donc je suis ingénieur d'application chez Chronosafe. Alors déjà, un petit message pour vous dire pourquoi on fait ce webinaire, en tout cas du point de vue de Chronosafe. Du point de vue de Chronosafe, on est conscient qu'il y a vraiment un besoin d'avoir des capacités de debug sur cible pour pouvoir mettre au point les applications Asterios. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a choisi de travailler donc avec un partenaire vraiment reconnu sur le debug sur cible, donc Lauterbar. Et en l'occurrence, le but, c'est vraiment de pouvoir fournir à nos utilisateurs un environnement intégré de debug sur cible qui est efficace et professionnel. Donc, je vais passer la main donc à mes collègues de Lauterbar, donc Soufiane qui est déjà en caméra. Ok. Donc, je Merci, vais merci m'effacer. Erwan. Merci Erwan. Donc moi, je suis Sofiane El Majdoub, Société Le Bar. Je suis le responsable des ventes. Je suis accompagné de Nicolas et il se présentera tout à l'heure. Donc nous ici, on est ravis de réaliser ce webinaire avec notre partenaire Chronosafe. Le Bar, depuis le début, essaye de fournir une expérience utilisateur complète et parfaite, surtout pour les applications qui respectent le temps réel dur. Donc notre partenariat avec Chronosafe fait complètement sens. Ils sont renommés pour leur application temps réel dur. Et donc on va essayer de mettre en évidence lors de ce webinaire l'interaction qu'il y a entre Trace32 et la toolchain Asterios pour vous accompagner pour les différentes phases de debug et validation de votre application. Donc voilà. Donc, je pense que c'est l'aperçu que je peux donner. Et je laisse Nicolas se présenter. Merci Soufiane. Donc moi ça va être rapide. Je suis Nicolas Delamare, donc ingénieur d'application pour Lauterbar France. Donc je suis aujourd'hui l'interface principale au niveau technique. Et puis dans le cadre de ce webinaire, j'interviendrai pour la partie démonstration relative à la trace. Donc voilà, ça c'est tout pour moi. Merci. D'accord. Merci Nicolas et Soufiane. Donc on va démarrer la présentation. Donc voilà, on va démarrer par voilà. Voilà, une petite présentation d'Asterios, notamment sur cette slide, voilà, des problématiques de développement d'applications en temps réel. Donc effectivement, donc le plus gros défi dans le développement d'applications en temps réel embarquées, c'est de pouvoir garantir le respect de contraintes temporelles, et en particulier dans le cas où vous avez des contraintes multiples, comme par exemple dans des applications où vous avez différents temps de cycle. Donc là, sur cette live, c'est juste un exemple historique célèbre de problème temps réel qui est apparu donc, sur l'ordinateur de bord du module lunaire Apollo 11. Donc lors de l'alunissage, donc il y avait un radar là, donc le radar rendez-vous qui avait été laissé actif. C'était pas prévu. Donc il a provoqué voilà un flot d'interruption. Du coup, ça a généré une erreur. Donc voilà 1202 là que l'équipage était pas préparé à ça. Donc du coup, il y a certaines tâches qui ne se sont pas exécutées comme prévu dans le logiciel, donc de contrôle d'atterrissage. Donc finalement, le système d'exploitation était plutôt bien fait et il a finalement désactivé ces tâches non prioritaires. Et du coup, les tâches de navigation de contrôle qui ont permis l'alunissage se sont exécutées et tout se termina bien. Voilà, donc ça c'est juste un exemple d'introduction. Donc en fait, dans cet exemple, donc le système Apollo 11 qu'on vient de décrire, donc c'est un système dit par événement. Donc c'est cette approche dite event triggered qui est traditionnellement utilisée dans le développement d'applications en temps réel. Alors dans cette approche, donc l'activation des tâches, elle est pilotée par des événements externes, en général des interruptions. Donc la problématique, c'est que ça implique potentiellement un nombre d'états infini du système, donc qui va poser des problèmes de non-déterminisme et donc de
de capacité à reproduire les mêmes comportements, particulièrement lorsque le processeur sera utilisé de manière intensive. Donc du coup, ça va être difficile de prévoir, de contrôler, de borner donc la latence et la gigue du système. Donc voilà, ce qui est pas très adapté aux applications où vous avez des contraintes de sûreté de fonctionnement. Donc du coup, ces systèmes dits event triggered, ils sont bien adaptés à des applications en best effort qui vont réagir au mieux, mais ça va être difficile de respecter des contraintes de sûreté de fonctionnement. Donc ici, on va décrire un des problèmes typiques qui peut arriver justement, un problème de comportement non déterminisme, donc dans un système donc par événement event triggered. Donc là, c'est un exemple où on a un échange de données entre tâches. Donc là, dans ce petit exemple, on va avoir 3 tâches. Donc une tâche bleue là, de forte priorité qui va produire des données. Hein, donc du coup, à chaque cycle, elle va incrémenter la valeur de sa donnée. On aura une tâche verte donc de priorité médium, donc médiane, qui va rien avoir avec le process de lecture-écriture. Et donc une tâche rouge de faible priorité, donc qui va consommer la donnée. Donc là, on voit, donc il y a 2 cas. Donc ces 2 cas, ça va être par exemple deux exécutions du logiciel. Donc on voit que le problème qu'on a, c'est que la valeur qui va être lue donc par la tâche rouge, donc le consommateur de la donnée, elle va dépendre du temps d'exécution de la tâche qui n'a rien à voir avec le process, donc la tâche verte qui, pour une raison X ou Y, va prendre un peu plus de temps. Donc on voit que dans le KB, donc dans les 2 cas, on ne va pas lire les mêmes valeurs de données. Donc dans le cas, on va lire 0, 4, 8. Et dans le KB, effectivement, la tâche verte va s'exécuter un peu plus longuement. Et on va lire donc la valeur du cycle suivant, 1, 5, 9. Donc ça, c'est un problème typique qui apparaît déjà sur des cibles monocœurs. Et c'est encore plus prégnant quand on passe sur des cibles multicœurs. Donc voilà, donc la solution de Chronosave, c'est de proposer un système dit synchrone ou time triggered, donc c'est-à-dire que le système est piloté par le temps, donc l'activation des tâches va se faire en fonction d'instants prédéfinis dans le temps. Du coup, on va avoir un nombre réduit et fini d'états du système, parce qu'on n'aura que des états à certains moments dans le temps. Donc, ça va nous assurer un comportement complètement déterministe et reproductible, même en cas d'usage intensif du processeur. Du coup, on va pouvoir avoir un contrôle complet des contraintes temporelles. Donc, on va pouvoir borner gigue et latence de l'application. Donc, ça a des avantages parce que ça va être plus facile à simuler. Donc le comportement simulé va être très proche du comportement ensuite qui tournera sur carte, et ça va être facile à tester si on est capable de reproduire d'une exécution à l'autre le comportement du système. Donc en conclusion, donc ces systèmes qui sont vraiment adaptés pour des applications critiques donc où il y a des contraintes temps réel dur. Voilà, donc si je reviens donc à l'exemple du problème de communication. Donc la solution qui a été choisie dans Asterios, c'est d'implémenter donc des communications synchronisées où on va faire de l'horodatage des données, donc suivant un principe de LET, donc Logical Execution Time. Et donc l'idée, c'est d'éviter justement les effets d'asynchronisme. Donc en fait, on a un principe d'observabilité des données. Donc les données visibles sont celles qui sont produites avant l'exécution de la tâche du producteur. Donc typiquement ici, la donnée visible, ce sera la valeur 3. Et donc on voit que dans les 2 cas A et B, indépendamment donc de la durée d'exécution de la tâche verte, donc la tâche de lecture en rouge va toujours lire les mêmes valeurs. Donc effectivement, donc au départ, on n'aura pas de valeur, ce sera la valeur initiale. Mais dans les cycles suivants, on lira 3 et 7 dans les 2 cas. Donc ce problème, il va être solutionné à la fois sur des configurations monocœurs et sur des configurations multicœurs. Donc ça peut s'implémenter de manière relative transparente en passage de monocœur à multicœur, et on règle ce problème. Donc là, c'est juste pour vous montrer donc le principe donc d'Asterios d'exécution en temps logique.
Donc en fait, pour chaque fonction ou pour chaque action élémentaire, vous allez définir une fenêtre temporelle. Donc vous allez définir une date de début au plus tôt et une échéance. Donc les actions élémentaires vont être bornées par ces deux instants. En fait, vous n'allez pas savoir quand est-ce que va s'exécuter donc cette fonction F1 à l'intérieur de l'intervalle. Par contre, on va vous garantir qu'elle va s'exécuter dans cette fenêtre temporelle. Donc il va falloir raisonner en fonction de vos contraintes temporelles et non pas finalement de l'ordonnancement qui va se passer au niveau de la carte. Donc là, ça va être une présentation donc de l'outil principal de la chaîne Asterios, donc qui s'appelle Asterios Developer, et donc qu'on va montrer dans les démonstrations qui vont suivre. Donc, comme j'ai dit, cet outil principal, il va permettre de générer, donc à partir d'une architecture dynamique, hein, c'est-à-dire des contraintes temporelles et des unités d'exécution spatiales, et du code C fonctionnel. Il va permettre donc de générer une application donc avec ses tables d'ordonnancement, sa configuration de protection mémoire et donc les appels système nécessaires au noyau temps réel Asterios. Donc cette application générée, on va pouvoir l'exécuter donc soit sur un simulateur. Donc Asterios, on propose un simulateur qui tourne sur un PC haute, soit sur une vraie carte hardware, donc une vraie carte matérielle, donc monocœur et multicœur. Et donc c'est ce qu'on va vous montrer plus loin dans la démo où on aura un exemple d'application qui tourne sur une cible multicœur. Donc là, c'est une planche qui va vous présenter en fait l'usage des différents outils de la suite Asterios donc dans le processus de développement de votre application, hein, donc un traditionnel cycle en V. Donc, voilà, donc si on part en haut du cycle, il y aura donc un premier outil Asterios Designer qui sera utilisé lors de la phase de spécification, donc en conjonction avec des outils d'ingénierie système, hein, comme par exemple Scade d'Ansys ou Simulink de MathWorks. Ensuite, donc on va retrouver développeur. Donc cet outil va générer une architecture dynamique qui va pouvoir être utilisée en entrée d'Asterios Developer, dont j'ai déjà parlé dans la slide précédente. Donc lui, il va vous permettre donc la construction de l'architecture dynamique de l'application. Et vous allez utiliser donc à la fois quand vous allez faire donc l'intégration logiciel donc de votre application donc à l'aide du simulateur. Donc déjà, ça va vous permettre de faire des tests, éventuellement de faire de la co-simulation et de voir le comportement temporel de l'application. Et ensuite, vous allez l'utiliser lors de l'intégration logiciel matériel, donc quand vous allez passer sur cible hardware. Et c'est cette partie-là qu'on vous montrera où effectivement vous pourrez utiliser Trace32 pour débugger votre application quand vous serez sur cible. Donc ensuite, on a le noyau Asterios, donc qui permet effectivement de jouer l'application et sa configuration donc sur cible. Donc il va jouer l'application générée par Asterios Developer. Et donc ensuite, on a un dernier outil donc qui va être utilisé lors de la remontée du cycle en V, donc Asterios Checker, donc qui va permettre en fait la vérification automatique donc de ce qui a été généré par Asterios Developer, donc typiquement la configuration de runtime, les binaires, etc. Pour que ça soit consistant avec vos spécifications temporelles. Et le but, c'est de remplacer des activités manuelles de code revue lors de la certification, sachant qu'effectivement cet outil, il va être qualifié DO 330, donc, et il fera partie donc d'un kit de certification pour la certification DO 178, par exemple. Voilà, donc ça c'était une vue globale de la chaîne d'outils. Donc ensuite, je vais revenir un peu plus en détail parce qu'effectivement, le but de ce webinaire, c'est vraiment de voir comment voilà, on peut débugger sur cible, mettre au point sur cible. Donc dans Asterios, au niveau du noyau, donc on fournit un noyau dit profiling, donc qui va permettre à la fois de surveiller et de mesurer donc les temps d'exécution des différentes actions élémentaires et donc de les loguer en mémoire. Et ensuite, on aura un outil qui va permettre donc de
parser ces dumps là et de les transformer donc en un fichier texte de budget qui lui va pouvoir utiliser directement en entrée d'Asterios Developer, éventuellement en rajoutant une marge par rapport au temps d'exécution mesuré. Donc ensuite, donc c'est le deuxième point dont on va vraiment aborder là, lors des démonstrations. Donc c'est le fait d'avoir une extension donc de l'outil Lauterbach Trace32, qu'on appelle type OS Awareness. Donc, il va permettre de rendre visibles des informations spécifiques aux applications Asterios, typiquement le contexte des tâches, les buffers de communication. On va pouvoir récupérer les données de profiling et éventuellement avoir des informations du contexte d'erreur dans le cas d'une erreur au niveau de votre système. Voilà, donc là, je vais passer la main à Soufiane, qui va faire une petite présentation des outils Trace32. Ok, merci Erwan. Moi je vais présenter les différents types de traces temps réel et non intrusifs supportés, donc les différents formats, un aperçu sur les différentes fonctionnalités de traces, et après on passera à la démo. Tu peux passer le slide s'il te plaît, Erwan? Voilà. Donc voilà, la démo d'aujourd'hui est basée sur un T1042, donc c'est une architecture PowerPC. Ce type d'architecture est capable de générer des messages de traces temps réel, non intrusif. Donc il n'y a pas d'instrumentation de type branche instruction, quand il y a une branche instruction qui est exécutée, ou data trace, donc dès qu'il y a un accès lecture-écriture à la mémoire, et les watch points et les performance monitors. Donc ça c'est identique quelle que soit l'architecture si elle le supporte. Donc on récupère ce type de message de trace. Ce message peut être sauvegardé soit dans une mémoire interne, et donc on appelle la trace on chip, et cette trace est accessible via le JTAG. Dans le cas du CoreIQ, on a une taille max de 512 mégas. La même trace peut être envoyée vers un connecteur de trace dédié, c'est le connecteur de trace Aurora, ou vers un connecteur de trace PCI Express. Donc, les deux traces PCI Express Aurora, on appelle trace off-chip, c'est que la trace est générée est envoyée vers l'extérieur et récupérée par la sonde de trace et processée. Et donc, l'avantage par rapport à la trace on-chip, c'est que vous avez un temps d'enregistrement qui est potentiellement illimité. La trace en chip, on est limité à la taille max de 512, mais 512, il faut que ça soit une zone mémoire continue. Donc ça dépend des contraintes que vous pouvez avoir. On risque d'avoir une trace plus petite que ça. De toute façon, on peut combiner ces traces avec des filtres de traces. Donc, on générera que les messages qui nous intéressent. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir lors de la démo. On utilisera la trace en chip et on tracera que certains événements pour valider le respect des contraintes temporelles spécifiées dans l'application Asterios. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Oui. En termes de matériel, pour la trace en chip à droite, on a besoin de la sonde de debug classique, JTAG. On vient programmer la licence trace en chip. Donc, on récupère le buffer directement via le JTAG. Pour les deux autres traces, Aurora ou PCI Express, on a besoin d'un boîtier supplémentaire, c'est le Power Trace, qui permet de récupérer ces traces et la processer. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Encore. Et donc, merci. Donc, les différentes fonctionnalités, la première fonctionnalité de trace intéressante, c'est le debug. Donc, on est capable d'utiliser la trace pour débugger notre application. Donc, l'idée, c'est de revenir à l'instant T-N. L'instant T, c'est le moment où on a breaké, et reconstruire le contexte d'exécution à ce moment-là. Donc, on est capable de voir l'état des registres, l'état de la mémoire, de certaines variables, même de reconstruire la stack d'appel. Et on est capable de faire du pas à pas directement dans cette trace, ou même du backstep. Donc, le grand intérêt aussi, c'est qu'on est capable de sauvegarder notre trace et rejouer cette trace dans un simulateur.
Donc, le cas qui me vient à l'esprit, vous avez un bug très difficile à reproduire, vous faites une trace, vous récupérez cette trace et vous pouvez l'analyser tranquillement dans le simulateur. La page suivante, slide suivante, s'il te plaît. Donc, on peut utiliser la trace aussi pour le profiling, hein, donc savoir combien de temps on a passé dans une tâche, le pourcentage de la charge CPU, les timings par rapport aux fonctions, ou plus généralement des temps d'exécution entre deux adresses quelconques, donc ça peut être des événements spécifiques, entre l'entrée d'un cycle d'exécution et à la fin d'un cycle d'exécution. Ce qu'on voit ici dans la fenêtre du haut, c'est la répartition des temps d'exécution d'une fonction qui s'appelle sieve. Donc on a tracé 30 appels à la fonction sieve et on voit que 50% des appels, c'est-à-dire 15 appels ont duré 87,68 et il y a certains autres appels qui ont duré légèrement plus. Et on est capable de détecter à quel endroit dans la trace, de retrouver l'endroit dans la trace où cette exécution a duré le plus et reconstruire le contexte comme montré dans le slide précédent et faire du pas à pas ou du backstep. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, l'autre fonctionnalité phare, c'est la couverture de code. Donc, la sonde LotorBar est capable de faire de la couverture de code, code objet ou jusqu'à MCDC. Donc, voilà. Et on fournit un kit de qualification qui s'appelle TQSK pour vous accompagner dans cette phase de certification. Et d'ailleurs, on est en train de préparer un autre webinaire avec Chronosafe à ce sujet. Donc, ça serait une annonce qu'on va faire d'ici quelques mois. Tu peux passer à la suite. Ouais, c'est bon. Ouais. Et on a d'autres, en option, on a d'autres sondes de traces logiques et analogiques. Donc, logique pour tracer un protocole type CAN, SPI, analogique pour tracer un courant en tension. On est capable de synchroniser ces différentes traces logiques et analogiques avec le code exécuté. Donc, on est capable de savoir, par exemple, à un moment, il y a un pic de consommation, savoir quelle fonction, quelle tâche est en train de s'exécuter à cet instant. Donc, la trace analogique, logique, ça ressemble à ce que vous connaissez déjà par rapport à des analyseurs logiques. Le plus avec les outils LotorBar, c'est qu'on est capable de synchroniser cette trace directement avec le code exécuté. Donc voilà, tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Okay. La démonstration. Ouais, donc pour la démonstration, je pense que Erwan, tu récupères le. Ouais, je vais reprendre la main. Ok, merci. Donc là, c'est juste pour présenter donc le setup des démonstrations. Donc, comme déjà indiqué par Soufiane, donc là, on va utiliser une carte donc à base du système on-chip T1042, donc qui contient 4 cœurs PowerPC. Donc, c'est une carte NXP, donc T1042 RDB. Et donc, on va faire tourner sur cette carte donc le noyau Asterios et par-dessus donc une application. Donc voilà, donc c'est une application simple qui va être utilisée dans la démo. Donc typiquement, on aura 6 tâches, donc 6 unités d'exécution, donc 4 agents et 2 workers. Et en fait, on va faire en sorte que ils soient exécutés sur les 4 cœurs. Donc on aura au moins une tâche par cœur. Voilà. Donc ensuite, l'application, elle va envoyer des données sur le port série. Donc du coup, au niveau de la connectique, donc on aura le PC où on va faire tourner les outils, typiquement Trace32 et le Asterios Developer. Donc la carte enverra des informations au PC par le port série. La carte sera connectée donc en JTAG donc à une sonde LotorBar Power Debug, donc Sofiane vous a présenté. Et donc ensuite, la sonde, elle, sera connectée donc en USB ou Ethernet, donc avec le PC host au logiciel Trace32, donc qui permet, c'est l'environnement graphique qui va permettre de faire le debug. Alors, voilà. Donc là, on va faire une première présentation d'Asterios Developer. Donc dans Asterios Developer, en fait, on peut choisir donc
l'environnement de compilation, c'est-à-dire la cible. Donc là, on va choisir une cible, donc T1042, donc avec l'option donc de noyau profiling NoRT. Donc dans Asterios Developer, on a un éditeur qui est intégré et un système de build. Donc là, typiquement, on a ouvert un exemple de fichier PSIC. Donc on va décrire donc les unités d'exécution. Donc typiquement un agent avec ces différents états, donc on appelle les bodies. Donc ensuite, on a les instructions advanced qui permettent de spécifier les échéances temporelles. Et on a des instructions, donc time budget, qui vont permettre de définir des temps d'exécution. Et on va avoir donc les fameuses communications donc horodatées dont j'ai parlé, donc les variables temporelles, qui vont permettre la communication entre différents agents. Donc ensuite, on va aussi mettre dans le projet donc le code fonctionnel C, donc qui va être votre code applicatif de vos différentes fonctions, qui lui-même sera appelé dans le PSIC. Donc ensuite, on va pouvoir configurer donc au niveau graphique avec l'IDE donc les différents fichiers donc globaux. Donc là, au niveau d'une partition, donc on va mettre tous les fichiers PSI qu'on veut intégrer, tous les fichiers C. Et on a aussi des fichiers de configuration donc qui permettent de configurer, par exemple, les flags de compilation de votre application. Donc là, voilà, vu qu'on va faire du debug, on a mis des flags de debug. Et aussi, vous avez le loisir de placer où vous voulez vos différents binaires. Donc là, on va par exemple mettre l'adresse de début de la partition qu'on va construire. Donc voilà, donc dans l'IDE, on a un outil, donc on va générer donc par rapport à tous les fichiers que vous avez intégrés et les fichiers de configuration, disons, on va générer donc des makefiles et qu'ensuite on va lancer un build là avec l'outil. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc l'outil il va faire les transformations de générer toutes les tables d'ordonnancement, etc. Mais il va aussi compiler, piloter le compilateur et linker. Donc il va compiler tous les fichiers fonctionnels et faire le link donc des différents binaires. On a différents types de builds, mais on a un build dit multibinaire. Donc là, c'est ce qu'on a dans cet exemple. Donc voilà. Donc là, on a terminé. Donc si on a des erreurs, donc on voit les logs dans une console. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va générer un rapport de compilation. Donc, effectivement, il faut cliquer pour le voir. Donc on ouvre un rapport en HTML où on a différents types d'informations. Typiquement les versions de RTK, de noyaux, donc les différents flags de compilation, et donc l'architecture dynamique de votre application. Donc en bleu, donc ça va être les différents agents et workers, et donc en rouge les messages, donc les communications. Donc voilà, on a pas mal d'informations. Donc on a des informations sur le compilateur et le linker utilisé, et donc on va aussi donc générer donc par défaut un fichier. Donc on a un modèle pour la configuration mémoire là qu'on appelle KMemory. Donc ce fichier, quand on a un RTK, vous avez des variables par défaut. Donc ça va vous donner les différentes zones mémoire et où sont placées en fait les différentes sections de sortie. Donc ce fichier, vous pouvez éventuellement vous le remodifier. Donc vous partez de celui-là, vous le modifiez et vous le redonnez à la chaîne de compilation qui va faire des changements dans le placement mémoire si besoin, c'est pas obligatoire. Et ensuite, donc, on a un fichier un peu plus haut niveau qui va vous donner un résumé justement de la configuration mémoire, donc ce qui va se passer donc sur les cœurs, etc. Donc ça donne une autre vue de la configuration. Donc ça c'est pour information. Voilà, donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'Asterios Developer va vous générer directement un script donc qui va être directement appelable dans Trace32. Et notamment, je vous ai dit que là, dans cet exemple, donc, tout le système est composé de différents binaires. Donc, on va avoir un binaire pour par exemple, les tables d'ordonnancement, un binaire où on aura une partition, donc on aura la majorité du code utilisateur. On aura donc la source de temps, donc qui peut être séparée, parce que donc ici on va utiliser une source real-time. Donc on aura évidemment le noyau Asterios, et donc si on a des handlers d'erreur, voilà. Donc là on va pouvoir exécuter ce script directement dans Trace32. Donc dans Trace32, si on ouvre Trace32, on voit à gauche, donc c'est un terminal série, donc qui donnera
donc, qui est connecté, qui nous donnera les sorties série. Et à droite, donc, c'est une fenêtre de log où on voit en fait les résultats de l'exécution du script. Donc là, on voit déjà qu'on a démarré là sur le terminal à gauche U-boot. Donc là, c'est-à-dire qu'on a chargé, donc le script a chargé les différents binaires. Donc là, on est prêt à démarrer l'application Asterios. Donc voilà, on fait un run. Et là, on voit à gauche qu'effectivement l'application démarre et elle envoie des informations sur le port série. Donc là, typiquement, à gauche, c'est le temps là qui est indiqué. Alors là, c'est le menu Asterios, donc c'est le fameux plugin OS Awareness dont j'ai parlé. Donc là, il y a une fonctionnalité où on peut naviguer dans les différents fichiers PSI. Donc là, on va ouvrir un des fichiers PSI. Là, donc on va voir le code et l'assembleur directement, hein, et on va pouvoir, par exemple, placer un point d'arrêt software. Donc là, on a le mode avec assembleur et on a le mode, si on veut pas voir l'assembleur, on passe en mode C. Voilà, donc ensuite, on va lancer l'application. Et donc, normalement, on doit s'arrêter sur ce point d'arrêt. Alors là, c'est ce que je vous... donc là, on voit qu'on est arrêté sur le point d'arrêt. Donc là, ce qu'on va vouloir vous montrer, c'est la capacité à faire du debug multicœur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des points d'arrêt sur, 4 points d'arrêt qui seront dans 4 agents différents, enfin dans 4 unités d'exécution différentes, chacune tournant sur un cœur. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'on va pouvoir poser des points d'arrêt sur les 4 cœurs et donc s'arrêter sur ces points d'arrêt quand on va exécuter donc les uns après les autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Trace32, quand on a la capacité d'avoir la fonctionnalité debug multicœur, en fait, quand il va s'arrêter sur un cœur, il va aussi arrêter les autres cœurs. Donc, c'est intéressant parce que quand on redémarrera de manière synchronisée. Donc là, typiquement, on a la liste des 4 points d'arrêt qu'on a mis. Donc, il y en a un par cœur, hein, finalement. Donc là, le cœur 3. Donc là, on s'arrêtait sur celui du cœur 3. Donc, on voit en bas à droite, voilà le cœur sur lequel on s'est arrêté. Et en fait, la couleur là des fonds de fenêtre jaune, ça va changer suivant le cœur sur lequel on s'arrête. Donc là, on est sur le cœur 2. La couleur a changé. On est en bleu. Donc on sait tout de suite sur quel cœur on s'est arrêté, soit avec la couleur, soit avec l'indication en bas à droite. Donc voilà. Donc là, on va continuer à faire des breaks, des stops et des go pour passer d'un cœur à l'autre. Donc voilà, on change encore de cœur. Donc là, la couleur rose, c'est le cœur 0. Donc voilà, on s'est arrêté dans un autre agent. Donc voilà, donc c'est ça pour dire que le debug multicœur d'une application Asterios voilà, est très simple à réaliser donc avec l'environnement 332. Donc voilà, là on change d'un cœur à l'autre. On passe d'un fichier source à l'autre donc et on voit la couleur de fond d'écran changer. Voilà, donc passer à la démo suivante. Donc la démo suivante, en fait, c'est plus pour vous montrer donc justement les informations, donc vraiment revenir sur la PSI Awareness. Donc là, on a la première fonctionnalité qu'on a déjà vue, hein, c'est-à-dire pouvoir naviguer dans les fichiers. Donc là, en fait, on va s'arrêter parce qu'on va vouloir voir donc des informations sur les différents contextes de tâches. Donc, on a un premier type d'information qui vous donne donc la liste des tâches du système et voir dans quel état on est. Donc là, on voit qu'on est arrêté sur la tâche displayer print, hein, là où on a le point d'arrêt. Et donc, sur cette tâche, on va pouvoir typiquement avoir des informations au niveau de la tâche. Typiquement, vous voyez, il y a le nom de la tâche, le cœur sur lequel elle va s'exécuter et donc le temps. Donc là, on avait un temps, on a refait un go and stop et donc le temps a augmenté. Il a augmenté de 8 ticks, donc il va correspondre à 4 millisecondes là, sur cette cible. Donc on va pouvoir aussi inspecter donc, les variables temporelles, donc les variables de communication dont j'ai parlé au début de la présentation. Donc là, on va directement inspecter. Donc c'est une structure, on va pouvoir avoir accès aux données qu'il y a dans ces variables temporelles. Voilà, donc c'est vraiment intégré pour vous permettre d'analyser toutes les données. Donc ensuite, on a dans Asterios
une fonctionnalité de gestion d'erreurs. Donc typiquement, on peut créer sa propre erreur utilisateur. Hein. Donc là, on a des erreurs système et on peut rajouter son erreur utilisateur donc grâce à l'IDE. Donc on peut spécifier le nom de l'erreur. Ensuite, cette erreur, comme c'est une erreur utilisateur, elle va pouvoir être générée par l'application, donc dans DubCC, grâce à une API, donc Asterios Error Raise avec le nom de l'erreur. On va pouvoir aussi, quand l'erreur va subvenir, configurer un handler d'erreur, donc avec du code utilisateur. Donc on va configurer le nom du handler et on va pouvoir aussi, grâce à ce widget, dire, bah voilà, ça va être le code, dire quel code implémente le handler, donc ça va être le code et éventuellement des librairies, hein, si ce handler il dépend d'autres librairies, et éventuellement des fichiers de configuration. Et donc là, on voit donc l'implémentation du handler d'erreur, où on va pouvoir récupérer donc des informations de contexte d'erreur et rajouter donc du code utilisateur. Donc ensuite, on va faire tourner ça sur cible, hein, donc on va relancer l'application. Donc on va mettre un point d'arrêt donc de handler d'erreur. Donc on va faire tourner l'application qui va générer l'erreur. Donc en toute logique, voilà, on s'arrête dans le point d'arrêt, hein, dans le handler d'erreur, et donc là on peut récupérer les informations, voilà, typiquement dans le handler d'erreur. Et en plus de ça, donc si on n'a pas handler d'erreur, on a la fenêtre de session status où on a des informations sur erreur, donc la tâche dans laquelle elle est survenue. Donc là, c'est une erreur non fatale, et son identifiant et une description de l'erreur. Donc ça vous permet, quand votre système part en erreur, donc là c'est une erreur utilisateur, mais si vous avez une erreur système, typiquement un dépassement de budget ou un accès mémoire invalide, vous verrez aussi des informations sur la zone mémoire qui pose problème. Plus d'informations sur le contexte de votre erreur. Donc ensuite, la dernière fonctionnalité dont j'ai parlé, donc on va vouloir faire du profiling, donc là sur une fonction, donc une fonction qui va attendre 100 microsecondes. Hein. Donc là, on va définir en fait pour cette fonction un budget, hein, déjà au niveau de la définition d'enhancement. Donc on va faire un budget supérieur là qui va être défini à 150 microsecondes. Donc et donc ensuite, on va générer l'application. Et donc on va la faire tourner. Donc on redémarre l'application, hein. On reload là avec le script, hein, parce que c'est généré automatiquement. Donc en fait on va faire tourner l'application. Donc le noyau va loguer les mesures en mémoire. Donc voilà, on démarre l'application et tourne, hein, pendant un certain temps. Voilà. Donc là vous feriez des campagnes de tests qui simulent tout le comportement de votre application. Et donc ensuite, grâce au plugin Trace32, on va pouvoir récupérer les logs. Donc là, on va indiquer l'emplacement d'un fichier dans lequel on veut les logs. Et donc ce fichier, il aura le même format que celui en fait que vous allez donner à Asterios Developer. Donc vous pouvez éventuellement rajouter une marge. Donc là, on l'a pas fait. Et donc là, typiquement, on retrouve le label où on a le budget. Donc on a une mesure là à 103 microsecondes qui est fait par le noyau, et donc on a récupéré grâce, complètement intégré à Trace32. Voilà, donc là on va continuer donc avec une démo Trace32. Donc je vais passer la main à Nicolas qui en fait va en fait faire le profiling de cette même fonction là, 10 secondes de délai, mais en utilisant la trace hardware. Donc je lui passe la main. Voilà. Exactement. Donc là, on se retrouve dans Trace32. On voit qu'on a sélectionné la trace on chip. On voit également Analyzer. Donc on va retrouver en bas de cette fenêtre relatif à la trace on chip l'onglet TBA Range, qui est donc notre range d'adresse où on va pouvoir associer une range d'adresse pour la trace, qui correspond avec notre taille de buffer, ici 500 mégas à peu près. On va faire un go sans filtre, hein. Donc là, on trace toutes les branches d'instruction. On voit que le buffer se remplit quand même assez vite. Et donc l'idée derrière, c'est de réinitialiser cette trace et d'utiliser ces fameux filtres que Soufiane a évoqués lors de la présentation des fonctionnalités de trace. Et donc là, on a englobé cette fonction qu'on souhaite profiler. On voit que le buffer ne va générer que des messages de trace pour ces événements. Et donc le buffer se remplit beaucoup plus lentement, ce qui va nous permettre donc après de nous concentrer sur cette analyse de cette fonction. Donc là, on voit dans la fenêtre liste
en arrière-plan, qu'on a bien englobé notre fonction, et on voit donc les timings à gauche et à droite. Donc à gauche, c'est tout simplement la durée qui sépare l'entrée et la sortie de ma fonction. Donc on voit que ça match avec les 103 microsecondes qui ont été définies par le budget avec Asterios. On est de l'ordre ici de 97 micros 161 précisément. Et à droite, on a le point d'entrée de cette fonction qui est appelé toutes les 2 millis. Et on peut également donc le vérifier grâce à la trace. Donc là, on a la répartition, la distance, qu'on peut appeler également la période pour certains, des différents appels, donc le temps qui sépare 2 appels correspondant à ce point d'entrée. Donc on voit, grâce à cette trace, qu'on arrive à bien respecter les budgets définis. Et c'est donc là tout l'intérêt de lier l'outil LotorBar avec le noyau Asterios dans cette optique-là. Voilà, donc là je vais laisser directement la main à Erwan qui va conclure cette présentation. D'accord. Alors voilà. Donc là, en résumé, donc l'intérêt, de ce qu'on a essayé de vous montrer là, durant ce séminaire, bon, c'est déjà le fait de pouvoir utiliser donc l'environnement Asterios pour avoir un comportement déterministe des applications, hein, donc grâce au modèle de programmation des contraintes temporelles Asterios. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est d'avoir des validations plus rapides. Donc ensuite, voilà, le cœur de la présentation, c'est vraiment d'avoir un environnement de debug puissant, complètement intégré, hein, donc de manière transparente. Vous voyez qu'il y a vraiment une intégration poussée entre Trace32 et Asterios. Évidemment, c'est pareil, hein, le but, c'est de faciliter vos intégrations, votre debug, votre validation. Et donc, du coup, voilà, Soufiane a parlé de certification un peu avec le code coverage. Chronosafe fournit aussi des quêtes de certification, donc va pouvoir aussi livrer des noyaux certifiables. Donc le but aussi, c'est de essayer de minimiser vos activités et de rendre plus efficaces vos activités de certification. Donc voilà, c'était la conclusion. Alors après, je ne sais pas si vous pouvez poser des questions dans le chat. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Si on arrive à les voir. Donc là, j'en vois une d'Yvan, donc ça veut dire que ça a l'air de marcher. On va essayer de mettre le son. Donc je ne sais pas si vous avez possibilité de poser des questions dans le chat. Alors je vais activer le son, je ne sais pas si... Ah, alors, j'ai vu une question là, mais il faut que j'ouvre. Je vais la lire, mais... Alors, le truc est trop petit, là, 999. Trop petit, tu commences à vieillir, Erwan? Non, c'est que le... Ah oui, est-il possible de déclencher un handler d'erreur depuis le debug? Donc ça, c'est une question. Donc c'est-à-dire générer une erreur depuis Trace32. Je peux peut-être répondre à Bonjour, cette Julien Bonnet, oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, oui. Oui, c'est moi qui ai posé la question. Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous présentiez le fait de mettre un breakpoint dans le handler d'erreur pour voir ce qui s'y passe, mais il faut donc que l'application génère une exception pour tomber dans le handler d'erreur. Et ma question, c'était sans toucher à l'applicatif, en fait, ce serait de vérifier que les handlers d'erreur fonctionnent bien si jamais il y avait une cause hardware ou un événement qui s'y passe. Mais du coup, générer appeler le handler d'erreur sans modifier le code applicatif. Après, c'est peut-être pas un besoin, mais je suis pas l'intégrateur système, je suis pas développeur, donc je peut-être pas peux répondre à la question, le bon niveau de Erwan? connaissance. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, c'est ça ma question. Oui, je pense avoir compris le sens de la question. En fait, il est possible d'injecter des erreurs avec la sonde LotorBar. Donc les erreurs injectées, ça peut être une modification de la mémoire, d'un pointeur, d'un registre. Donc après, ça dépend du scénario d'erreur que vous cherchez à faire. Il peut être capable de le provoquer avec la sonde LotorBar. Donc on garde la même application, on n'est même pas obligé de reflasher la carte. Et avec le JTAG, on peut forcer des passages sur des exceptions particulières. Ça répond à la question? Oui, je pense que oui. Du coup, on peut en générer quelques-unes effectivement avec les exceptions.
Exact. Faudra Ouais. que je regarde si on est capable de Alors tomber après, dans. ça couvre peut-être pas toutes les erreurs, mais ça va couvrir au moins Ouais. un certain nombre d'erreurs. Ouais. Ouais. La sonde est capable Ça va pas de couvrir tout ce qui est dépassement de budget, ce genre de choses. ouais, la sonde est capable de modifier de la mémoire et des registres qui sont memory mappés. Donc, si votre erreur peut être provoquée avec ce type d'accès, la sonde est capable de le faire. Ok. Donc là, j'ai une deuxième question. Là, celle-là va être simple à répondre. Donc, le rapport de compilation présenté est-il disponible donc dans la version d'Asterios K19.3? En fait, il est déjà disponible en K19.2, peut-être même K19.1. Donc, normalement. Donc la réponse est oui, et même dans les versions inférieures. Donc, à partir de K19.2, je dirais, au moins. Est-ce qu'il y a une autre question? SMP. Donc la question SMP. Donc en fait, Asterios, ça se rapproche plus d'une configuration AMP. Hein. Vous avez différentes instances de noyaux qui vont tourner sur les quatre cœurs en parallèle et qui seront synchronisées entre elles. Par contre, au niveau de l'auteur bar, Soufiane, tu me corriges, mais le fait de pouvoir arrêter, ce que j'ai dit là, le fait de pouvoir arrêter tous les cœurs en même temps, ça vient d'une feature qui est liée au SMP. Enfin, Ouais. catégoriser SMP, je dirais, enfin, corrige-moi parce que je raconte peut-être des Non, bêtises. c'est un peu ça. En fait, la AMP ou SMP change la façon de gérer, que Trace32 gère les différents cœurs. Quand vous êtes sur un SMP, donc votre application s'exécute potentiellement sur tous les cœurs. Et donc vous allez avoir une seule instance Trace32 capable de contrôler les différents cœurs. C'est-à-dire quand on break sur un cœur, les autres systématiquement vont breaker. Parce que sinon, l'application risque de ne pas tourner, s'exécuter correctement si ce n'est pas le cas. Quand on est dans un système AMP, c'est-à-dire chaque cœur exécute une application complètement indépendante, vous allez avoir plusieurs instances Trace32. Chaque instance contrôlera un cœur ou un groupe de cœurs SMP. Et le break entre les différentes instances peut être automatisé ou pas. On peut donc synchroniser les AMP. Donc ce que ça change dans Trace32, c'est soit vous avez une seule instance Trace32 pour contrôler tous les cœurs, donc c'est SMP, soit différentes instances pour différents cœurs. Ça, c'est AMP. Alors oui, j'ai essayé de reprendre les questions. Donc il y en a une autre qui demandait, voilà, dans quelle version d'Asterios l'OS Awareness est disponible. Donc je dirais que normalement, donc ça va dépendre des versions de RTK en fait, pas de développeurs, parce que en fait l'OS Awareness il va faire partie, enfin il est lié au RTK, voir si on l'a implanté ou pas sur un RTK particulier. Mais je dirais que normalement tous les RTK au-dessus de K19.2, donc K19.2.1, K19.2.2, normalement doivent avoir le Psi Awareness. Donc typiquement le T1042, là c'est du K19.2.2. Donc tous ceux qui sont en K19.2.1, K19.2.2 et donc tous ceux qui seront en K19.3, ça sera automatiquement dans tous les RTK voilà, à partir des nouvelles versions. Alors attendez, j'essaie de voir. Je vois les autres questions. Donc ça c'est fait. Est-il possible? Ça c'est fait. Peut-on faire du AMP plutôt que... Alors là je pense qu'on a... Alors c'est peut-on faire du AMP plutôt que... Alors peut-on faire du... C'était peut-être SMP pour débugger tous les cœurs mais sur des instances T32 séparées. Alors je ne sais pas si on a répondu avec le SMP ou pas, ce qu'a dit Sofiane. C'était quoi la question? Si on peut faire de l'SMP avec plusieurs instances Trace32, c'est ça? Voilà, c'est ça, ou de l'AMP. Bah, de l'AMP avec plusieurs instances, c'est l'utilisation native. SMP, on peut le faire, mais ça risque de ne pas fonctionner correctement. Alors, peut-on savoir si on peut connaître l'agent ou worker responsable du MP erreur? Alors, normalement, oui. Ça fait partie donc des informations là que j'ai montrées dans le statut du contexte d'erreur, où vous avez donc le cœur et l'agent qui a généré l'erreur en fait. Voilà. Ensuite, alors comptabilité Zinc Ultrascale.
Il me semble il me semble que oui. Hein, donc, alors vous allez normalement recevoir, ouais. Donc, dans la dernière version, normalement, oui, ça devrait être, il devrait y avoir de l'awareness. Alors, je pense qu'il y a une version qui va sortir là, fin du mois où ce sera dedans pour le MPSOC. Ah, alors faut-il une version? Alors très bonne question. Faut-il une version de l'Autorbar pour utiliser le Psy Awareness? Alors c'est vrai, on l'a pas noté. Donc là aujourd'hui, effectivement, on garantit. Donc en fait, le plugin, il est Psy Awareness, il est validé sur la version donc 2018-02, il me semble. Donc ça c'est indiqué hein, dans la documentation du RTK. Donc aujourd'hui, on valide sur cette version. Donc c'est vrai que si vous utilisez une version supérieure, il peut y avoir certaines choses qui ne marchent pas. Donc la version préconisée aujourd'hui, c'est la 2018-02 de Trace 32. Et donc tout ça, c'est indiqué dans la release note des noyaux. Donc je pense que j'ai fait le tour des questions que j'ai vues sur le chat. Voilà. Et j'espère y avoir répondu. Voilà, donc là c'était les questions. Voilà, et donc dans la dernière slide, donc on a mis nos contacts. Donc évidemment, hein, vous pouvez aller regarder sur les sites web respectifs, hein, Chronosafe ou l'Autorbar, pour avoir plus d'informations. Et donc après, au niveau contact, donc les personnes là qu'on présentait, donc moi-même, il y a mon email, et donc Soufiane et Nicolas, leur email. Ok. Donc là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Pas Soufiane, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, bah, ça te dit. Après, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez besoin de plus de détails ou de démos. On sera disponible pour vous. Ah oui, c'est valable hein, pour Chronosafe aussi. Hein. Ouais. Donc voilà. Alors donc la question, il y avait une question en 2021, donc c'est Trace 32 2021. Alors il y a un risque qu'il y ait certaines choses qui ne marchent pas, oui, en 2021. Pour répondre à la version. Donc je pense que la majorité des choses vont marcher, mais comme on ne l'aura pas validé, il peut y avoir des changements qui fait que peut-être Les certaines manips qu'on a fonctionnalités ne fait, marcheront pas. Ouais. les manips qu'on a fait sur notre carte Air1 sont faites avec une version de 2021. Donc, on n'a D'accord. pas eu de problème. Donc tu as pu charger correctement. Ouais. Ouais, c'est peut-être le profiling. Enfin, il y a peut-être un petit truc qui marche pas. Qui risque de ne pas marcher. Je crois que le profiling, j'avais essayé. Ça marchait pas, mais le debug, le load, etc., ça avait l'air de marcher. Mais voilà, on l'a pas validé. On le garantit pas, c'est ça. Mais bon, en principe, ça devrait marcher. Mais comme voilà, ce qu'on valide pas, on peut pas le garantir de manière sûre. Mais effectivement. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des questions. Ok, bah écoutez, merci beaucoup hein, d'avoir. On a respecté globalement l'horaire là. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé. Et donc n'hésitez pas, hein, comme dit Soufiane, à nous contacter respectivement si vous avez, soit sur les sujets qui ont été présentés ou même d'autres, hein, d'autres possibilités d'utiliser conjointement les outils. Voilà. Ok, très bien. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci et donc Merci à vous. et bonne. Merci messieurs, Merci. merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.